Bonjour à tous, salut les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver encore une fois en meilleure forme que ces derniers jours. Donc je remercie tous ceux qui m'ont souhaité prompt rétablissement. Ça va bien mieux même si je parle encore un petit peu du nez chers amis. Bref, alors dans cette vidéo je suis désolé premièrement si la qualité de l'image n'est pas très belle de mon côté sur la webcam puisque je tourne ces vidéos le soir et c'est exceptionnellement, excusez-moi, donc je n'ai pas la lumière du jour pour éclairer mon beau visage. Visage un petit peu graisseux mais bon. En tout cas, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons réagir à la dernière vidéo de Candace Owens dans laquelle elle a fait une première vidéo où elle réagissait au conflit israélo-iranien et aux décisions de Trump qui se sont révélées quand même assez favorables à la politique netanyahouiste. Et bien maintenant, il y a eu un renversement. Entre-temps, il y a eu un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran qui n'a pas vraiment été respecté. Et là, dans cette vidéo-là, on va parler de quoi? On va réagir donc à un extrait précis de sa vidéo dans lequel elle parle du lobby sioniste. On en a déjà parlé ces derniers jours. On avait parlé notamment dans l'interview avec Gérard Chevrier de l'impact de ce qu'on appelle l'AIPAC aux États-Unis, qui est l'équivalent en fait du CRIF en France. C'est un lobby israélien qui fait pression sur les politiques, qui fait pression sur les industriels, bref, qui fait pression sur des personnes et des gros groupes américains afin de favoriser évidemment le sionisme et une politique, disons, qu'on peut appeler sionisto-néoconservatrice. Et c'est un peu pareil en France avec le CRIF qui fait pression, souvenez-vous de la fameuse image de Emmanuel Macron au dîner du CRIF qui se fait lever la main comme ça, il se fait prendre la main comme ça et soulever la main par l'ancien président du CRIF, j'ai plus le nom d'ailleurs, c'était le chauve à lunettes. Voilà, donc c'est significatif. Tous ces lobbies-là, tous ces groupes de pression, disons, font pression sur les politiques et évidemment sur leur politique à eux et donc évidemment sur le peuple. Et donc l'image qu'on a à l'international, c'est assez dramatique. Donc on va regarder ça. Alors l'extrait il est assez long, donc on va pas tous regarder. C'est pas le but. Le but c'est pas juste de regarder une vidéo comme ça pendant 1 heure, c'est pas un film. Le but c'est de réagir à un petit extrait sur lequel on va pouvoir ensuite dialoguer, discuter dessus. Donc avant de commencer, je vous incite chers amis à mettre un énorme pouce bleu les amis, à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous remercie, on vient de passer les 82 000 abonnés, c'est juste surréaliste. Merci infiniment chers amis. Et évidemment un petit commentaire, voilà, vous pouvez noter ma chemise. Je trouve que mes chemises sont quand même un petit peu plus normales que celles de Jovanovic, que je salue, qui est un ami. Mais c'est vrai que Jovanovic, il a des goûts spéciaux en chemise. Je m'essaye aux chemises. Je pense que la mienne est assez sobre. Voilà. Bref, on peut commencer la vidéo. La réaction donc à la vidéo de Candace Owens. On va réagir donc à la partie Zionist Lobby tirée de sa vidéo Trump Drops F-bombs on Israel. Alors la F-bombe, ça veut dire fuck bombe. Donc c'est un peu pour dire que Trump lâche Israël. Est-ce vrai? Est-ce faux? On va voir ce qu'a à dire Candace Owens, qui je le rappelle est quand même une pro-Trump à la base. Et elle a elle-même dit que Trump était tenu et qu'il était soumis. C'est dire, c'est dire. From Zionists since truly the first Zionist lobby. Voilà, alors je tiens à dire qu'il y a les sous-titres. Malheureusement, la vidéo n'est pas traduite oralement. Il y a les sous-titres. C'est pour ça que je vous ai agrandi la vidéo. J'espère que vous verrez suffisamment bien. Excusez-moi. I mean, this is just, they don't listen and they openly say psychopathic things in their government. I'm talking about the Israel government, their commentary that they have made about the Palestinian genocide. They don't care because, like I said, there's no consequences for anything. When you can be defended and have people falling over themselves to defend you when you are committing murderous crimes, what is your incentive to stop? It's got to be a high for you to murder people at a certain point. This is what happens when you reward a terrorist state. And they've been open in the past, even in their publications. Like a lot of history is intentionally getting buried. And I really encourage people to go back and learn about the initial Zionist lobby. I mean, take it all the way back to just before the turn of the 20th century to learn who has been pushing these objectives on behalf of Zionists who one day woke up and decided as a political movement that they needed a state. And Theodore Herzl was not religious, which makes it even more hilarious that people think it's their biblical duty to defend the modern state of Israel. When the modern state of Israel was being established, they weren't making any biblical arguments. And I wanted to just even show you guys this, because imagine who you have to be to have no fear as a publisher. And this is back from 2012. This person who is a
Zionist and who was the publisher of the Jewish Times, to openly write that if we don't get what we want, we'll murder a president. Wow. This is real. Okay. This is real. This was published. And you have this guy, and I gotta get his name here. So could you just back up first to the wider shot? What's his name here? Is it Andrew Adler? Andrew Adler, who is literally the publisher of the Jewish Times in Atlanta. Cool. And he just writes like, hey, what are we gonna do if Barack Obama doesn't give us what we want? And he gives 3 things that they could do, and says 3, we could give the go-ahead for the U.S.-based Mossad agents, excuse me. Why do we have U.S.-based Mossad? Okay. U.S.-based Mossad agents to take out a president that is deemed unfriendly to Israel in order for the current vice president to take his place and forcefully dictate that the United States policy includes its helping the Jewish state obliterate its enemies. It's funny, that is crazy, but that actually happened once. That there was a president who was not friendly to Israel and its incentives, and then he got kind of taken out, and then the person under him was unbelievably friendly to the Israeli state. His name was Lyndon Baines Johnson. Anyways, back to the article. I digress. It goes on, it says, yes, you read number 3 correctly. Order a hit on a president in order to preserve Israel's existence. Think about it. If I have thought of this Tom Clancy type scenario, don't you think that this almost unfathomable idea has been discussed in Israel's most inner circles? Sure. Another way of putting 3 into perspective goes something like this. How far would you go to save a nation comprised of 7 million lives, Jews, Christians, and Arabs alike? You have got to believe, like I do, that all options are on the table. With this in mind, pull that back up, it closes it. With this in mind, I again ask you, Prime Minister Benjamin Netanyahu, what would you do? Like openly calling for him to assassinate a president if he doesn't do what he wants. Like that is kind of, I think, carefully paints why there is so much fear when it comes to Israel in the political world and in the social world. People don't want to stand up and say anything because they're not playing around. They will ruin your effing life, okay? I lived this last year. Oh, maybe you think Israel is doing something wrong. We're coming for your job. We're coming for your finances. We're coming for that tour in Australia. You won't be able to move, Candace. You can't even go to Australia because we're running it. Yeah, that was the Zionist lobby of Australia that did that because, oh my God, the horror. How you can't have a platform anymore if you stand against us. So yeah, guys, this is kind of been a running theme. And by the way, that publisher, you'll be pleased to know the Secret Service looked into him, but obviously nothing happened because you can just kind of publish these things, not expect there to be any consequences when you make a laced threat on a president's life. And you've kind of maybe done that before. Right now, Marjorie Taylor Greene, by the way, is catching heat because she just tweeted, Skylar, I think you could pull this up live, but like she just tweeted that Israel killed JFK. And they're like, oh, she's gone insane. No, that didn't happen. He was fighting with Israel's prime minister, and he wanted AIPAC to register under the FARA Act as a foreign agency so we could see what money they're moving into the United States for influence. But it was just convenient for Israel that JFK got shot. It was just convenient, you guys. Totally convenient. It was convenient for Israel, by the way, when the towers went down. And like everyone who talks about those dancing Israelis are just crazy conspiracy theories. Alors, non mais là, ce qu'elle dit, ce qui est dingue, c'est qu'en fait, nous, en France, on a la chance d'avoir des avant-gardistes qui portent le discours qu'a Candace. Aux États-Unis, j'ai l'impression qu'ils se réveillent un petit peu tard. C'est un petit peu comme en Russie. En Russie, ils ne comprennent pas encore le poids de ces lobbies-là. Il faut bien comprendre qu'en France, on a quand même des gens qui ont écrit des livres, Pierre Jovanovic récemment, Alain Soral, Youssef Indy et bien d'autres, qui se sont vus perquisitionnés, auditionnés, persécutés, administrativement, fiscalement, financièrement parlant, physiquement parlant. Et c'est dingue. Et pourquoi? Quel est le point commun de ces gens-là? Ils ont tous comme point commun celui de la critique de l'État d'Israël, celui de se mouvoir, disons, du sort des Palestiniens, celui de pointer le doigt sur qui organise le chaos contrôlé, qui plus est ce qu'on peut appeler la racaille du haut, hein, ceux en col blanc,
et de ne pas tout remettre sur la racaille du bas, celle qui est en jogging, bien qu'il faut aussi la pointer du doigt, il faut aussi parler de ceux d'en haut, hein, qui font venir ces personnes-là parasites et problématiques, qui organisent, qui justement font tout pour ne pas punir ces personnes-là qui, quand elles commettent un crime divers ou quoi que ce soit, prennent moins qu'un brave bobo, hein, comme disait l'autre. Donc, et tout ça est assez dingue. Tout ça est assez dingue de se dire qu'on vit dans ça. Et là, on parle quand même d'un type qui a quand même dit, on le voit bien, le président d'un journal, d'un journal communautaire, dans lequel il dit littéralement qu'il n'hésitera pas, alors il parle au nom de son lobby, de son groupe, il dit nous n'hésiterons pas à assassiner un président pour la survie d'Israël. C'est-à-dire que là, on est vraiment on n'est même plus dans une sorte de diplomatie un petit peu vulgaire ou même à la Trump, où vous savez, le langage de Trump, c'est un peu, vous savez, c'est un petit peu Jean Foutiste, quoi. C'est, je parle un peu comme je pense, quoi. Il sort un petit peu du cadre diplomatique, bien qu'il est très fort en affaires en lui-même. Il négocie très bien, Trump. Mais il a une manière de dire les choses qui est assez franche, qui est assez même provinciale, hein, pour ne pas dire. Là, c'est même plus ça. Là, on parle littéralement de menaces sur des personnes, sur une autorité, sur l'autorité d'un pays, sur une personne qui gère le pays. On dit voilà, si aujourd'hui une personne met en péril l'existence d'Israël, nous éliminerons cette personne. Et effectivement, on voit bien que du côté de JFK, il n'y a pas que ça, mais le fait qu'il s'est, disons qu'il s'est opposé un petit peu à ce que Israël ait la bombe, puisqu'il avait littéralement dit que les États-Unis veulent bien fournir tous les ans des milliards à Israël, mais à condition qu'elle ne s'arme pas de l'arsenal nucléaire, qu'elle n'enrichisse pas son arsenal nucléaire. Ce qui a été fait dans le dos finalement de JFK. Et donc comme par hasard, au moment où JFK a voulu taper du poing sur la table et remettre les choses en ordre, il s'est malheureusement fait tuer C'était dans l'état du Texas, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est fou. Et là, on voit qu'effectivement, avec Trump, il a vécu un risque, effectivement, il a quand même été, il a eu l'oreille transpercée. Hein, c'est vraiment phénoménal. Hein. Et quelques mois après, on voit que Netanyahou n'hésite pas à dire en plein discours à la télé, en disant à Trump, si tu ne soutiens pas, il l'a dit à la télé, hein, il dit si tu ne soutiens pas Israël dans ce conflit face à l'Iran, n'oublie pas que des gens ont essayé de t'assassiner 2 fois, ce serait bête que ça se produise une 3e fois. Il a quand même dit ça. On a l'impression, je ne dis pas que c'est factuel, mais on a l'impression qu'il est littéralement en train de dire, n'oublie pas que on a essayé de te tuer 2 fois, on t'a loupé, on t'a laissé une chance, la 3e fois, on ne te loupera pas. Et comme par hasard, Trump, justement, comme le dit Candace, s'est complètement soumis. Alors maintenant, il y a un renversement de cartes. On voit effectivement que Trump est en train de remettre les choses en ordre, etc. Bien que l'Iran de son côté, avec le Soleimani, je crois, ou j'ai plus le nom du président iranien, qui a littéralement dit que l'Iran avait giflé les États-Unis. Donc on sent effectivement que du côté de l'Iran, il y a comme une certaine fierté iranienne. Mais tout ça, en tout cas, est assez intéressant. Et je ne vais pas vous mentir, en France, on est arrivé à un point de non-retour avec le lobby, ne serait-ce que le CRIF et compagnie, hein. La LICRA, tout ça, tous ces mouvements-là, et pas que ça, hein, même d'autres, hein, qui ne sont pas forcément représentés communautairement parlant. Mais on a des groupes, effectivement, qui font une pression folle au niveau des présidents, des ministres, des personnages politiques, des acteurs politiques, même pas forcément des personnes très, très, très connues, hein, mais ça fait quand même le taf, quoi. Ça fait quand même le taf parce que malheureusement, ils exercent une pression sur le peuple qui empêche justement le peuple de s'émanciper, de trouver refuge dans quelque chose de sain. Au contraire, on nous brime nos libertés, on nous brime notre liberté d'expression, on nous empêche de parler, on nous censure, et ça c'est dramatique. Et ça c'est dramatique. Et jusqu'à quand ça va durer? Parce que là en plus c'est compliqué de se révolter physiquement parlant pour de la censure, pour de la... Donc voilà, c'est vrai qu'on a un peu peur finalement. Et quand on voit d'ailleurs ce qui est arrivé en France avec Jovanovic, Youssef Indy, Soral, etc., on se dit qu'est-ce que ça va être dans 10 ans, quoi. Voilà, voilà. Donc en tout cas, merci Candace Owens pour cette belle prise de parole. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Mettez un pouce bleu, un abonnement et un commentaire. Et rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, surtout, sur mes ennemis.